17h15 sur l'identité, la question d'identité, sa thèse. Et là, je lui ai demandé une intervention sur les libertés individuelles et les droits fondamentaux. Quelles sont les jurisprudences? Et elle nous a choisi des jurisprudences de juges du fond et d'une de la Cour de la cassation. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation du Liban est là, nous fait l'honneur d'être présent, pour voir comment les juges, même dans un pays dont on connaît les difficultés, essayent de faire avancer l'état de droit dont a parlé Monsieur le Premier Président Adossoui. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les magistrats et les avocats. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Tout d'abord, peut-être il faut préciser qu'il est difficile pour moi d'intervenir dans le contexte actuel sur les libertés individuelles et les droits fondamentaux dans la jurisprudence francophone. Pourquoi? Parce qu'une telle intervention supposerait de faire une démarche faisant appel au droit et aux mécanismes assurant son respect, alors que nous témoignons aujourd'hui d'un mépris du droit et plus spécifiquement du droit international humanitaire et des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Moyen-Orient, qui reste quand même un espace privilégié de la francophonie juridique. Mais au-delà de la violation du droit international humanitaire, c'est surtout le soutien inconditionnel qui est apporté aux violations des libertés individuelles et des droits fondamentaux, l'adoption d'un discours qui a été qualifié de deux poids, deux mesures, de condamnation sélective face à ces violations, qui ont attisé et rappelé les critiques classiquement formulées par les détracteurs des libertés et droits fondamentaux et même bousculé leurs plus fervents défenseurs. Selon certains, les droits et les libertés fondamentaux n'existeraient que sous l'angle de leur violation. Ils ne seraient pas des droits de l'homme, mais se réduiraient aux droits d'un homme en particulier, d'une certaine catégorie d'êtres humains, et seraient refusés à d'autres êtres humains qui n'ont aucun rôle dans ce qu'ils ont été ou ce qu'ils seront, comme le dirait le poète Mahmoud Darwish. Le risque d'un clivage entre les pays de l'Occident et le reste du monde est donc sérieux et inquiétant. N'empêche que l'attachement, même difficile, à la théorie des libertés individuelles et des droits fondamentaux s'impose justement dans ce contexte-là. Ce que le contexte actuel révèle est que la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentaux n'est pas le monopole de certains pays et la protection de ces droits et de ces libertés n'est pas l'apanage d'autres. La réappropriation du discours des droits de l'homme et des libertés fondamentaux est une nécessité impérieuse qui ne peut être mise en œuvre qu'à travers un rapprochement entre les différentes manifestations des libertés fondamentales dont l'universalité n'est démontrée qu'à l'occasion justement de la protection qui leur est effectivement accordée par des tribunaux relevant d'ordres juridiques différents. C'est dans cette perspective que la jurisprudence des tribunaux libanais sera présentée en mettant en lumière les points de rapprochement, mais également les points de divergence avec d'autres pays. Cette jurisprudence se caractérise d'une part par l'émergence d'une opposition aux tentatives de répression de l'exercice des libertés individuelles et des droits fondamentaux, et d'autre part par le blocage des tentatives de contrôle préalable. Une des particularités du droit pénal libanais est la consécration de l'exercice non abusif d'un droit comme un fait justificatif indépendant à part entière, permettant d'écarter l'élément légal de l'infraction dès lors qu'il ne peut y avoir un délit dans l'exercice d'un droit. À cet égard, l'article 183 du Code pénal, un article très intéressant, dispose qu'il n'y a pas d'infraction lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice non abusif d'un droit. Alors que les auteurs libanais semblaient avoir une lecture restrictive du domaine d'application de cet article, les tribunaux ont, durant les dernières années, développé le recours à cet article afin d'annuler des poursuites qui ont été engagées par le ministère public à l'encontre d'individus dans le contexte justement de l'exercice de leur liberté individuelle. Je citerai donc quelques décisions jurisprudentielles pour illustrer mes propos. C'est tout d'abord le droit de toute personne persécutée de chercher asile, consacré par l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a permis au juge pénal de Tripoli, Nazek El-Khatib, en date du 28 mai 2012, d'écarter l'infraction résultant de l'entrée illicite sur le territoire libanais. Il s'agissait d'un Syrien, donc d'une personne de nationalité syrienne, qui était rentrée sur le territoire libanais de manière illicite, et la juge avait considéré qu'il fallait se fonder sur le droit de toute personne persécutée de chercher asile afin de refuser de pénaliser cet individu.
C'est ensuite en considérant que les relations affectives et sexuelles entre personnes de même sexe biologique relèvent de l'exercice de la liberté individuelle et de droits naturels inhérents, indissociables de la personne, que le juge pénal du Meten Rabia Malouf, par une décision datant de 2017, a annulé des poursuites engagées sur le fondement de l'article 534 du Code pénal, qui est très connu, qui pénalise donc la conjonction charnelle contre nature. Enfin, l'article 183 a été mobilisé sur le terrain de la liberté d'expression et de la liberté de manifester. Et c'est un contexte important parce que c'est le contexte de manifestations ayant eu lieu en 2015 à la suite de la crise des déchets. Le juge pénal de Beyrouth, Nadia Jadaïel, a rendu une décision en 2020 en vertu de laquelle elle s'est fondée justement sur cette liberté d'expression, sur la liberté de manifester, afin d'écarter l'infraction prévue par des articles du Code pénal relatifs aux attroupements séditieux et afin de garantir la liberté de manifester. Cette jurisprudence des tribunaux libanais, qui permet donc d'écarter l'élément injuste de l'infraction lorsque des libertés individuelles et des droits fondamentaux sont en jeu, et de développer donc l'étendue des faits justificatifs, peut être rapprochée de la jurisprudence de la Cour de cassation française, une jurisprudence récente qui semble admettre de plus en plus que l'incrimination de certains agissements dans un contexte particulier peut être constitutive d'une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Ce qui a fait dire à certains auteurs qu'on voit émerger un nouveau fait justificatif en droit français qui serait fondé sur la liberté d'expression. C'est ainsi que dans une décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2016, que la Cour a considéré que le délit d'escroquerie doit être écarté dans le cas d'une journaliste justement qui s'était infiltrée pour pénétrer un mouvement politique et recueillir des informations dont elle avait tiré un livre, dès lors que, selon la Cour de cassation, les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d'un débat général, un débat d'intérêt public, une enquête sérieuse, ce qui a permis à la Cour de cassation d'écarter l'incrimination. Dans un contexte similaire, encore, la Cour de cassation française, par un arrêt rendu en 2020, a considéré que même si le comportement d'une militante féministe qui dénude sa poitrine sur laquelle est inscrit un message politique dans un musée constitue l'infraction d'exhibition sexuelle, cette incrimination n'était pas encourue parce qu'il s'agissait d'un débat politique qui s'inscrivait aussi dans le cadre d'un débat d'intérêt général. Tout ça pour dire qu'il y a un rapprochement très clair entre la jurisprudence des tribunaux libanais et la jurisprudence des tribunaux français qui semblent tous les deux faire référence à un contrôle de proportionnalité pour savoir si une incrimination doit être encourue, si elle doit s'imposer lorsqu'il y a des droits fondamentaux et des libertés individuelles qui peuvent être en danger. La protection des libertés individuelles et des droits fondamentaux intervient également dans le contexte des tentatives de contrôle préalable. Et ce que nous dit la jurisprudence des juridictions libanaises, c'est qu'il est interdit d'émettre des interdictions à portée générale. À plusieurs reprises, les juges libanais ont été saisis de demandes de voir prononcer des interdictions générales à l'encontre de groupements ou de collectifs. Une première décision qui illustre ces propos, c'est la décision qui a été rendue par le juge des référés de Babda, qui date de 2021. Le juge avait été saisi d'une demande d'interdire au syndicat alternatif de la presse, donc un syndicat nouvellement constitué de forces d'opposition au sein des groupements de journalistes. Donc il a été saisi d'une demande d'interdire à ce syndicat d'entreprendre toute activité de communication. Et le juge des référés rejette cette demande en rappelant justement qu'il n'est pas possible d'émettre des interdictions à portée générale, puisque de telles interdictions seraient contraires à la liberté d'expression et seraient synonymes d'arrêt de règlement, ce qui n'est pas possible au juge des référés de faire sous peine de porter atteinte à la liberté d'expression. Dans un contexte similaire, le Conseil d'État, dans une décision de 2021, a annulé l'interdiction d'entrer sur le territoire libanais imposée par la Sûreté générale à l'égard de personnes qui avaient participé à une conférence portant sur l'homosexualité, en rappelant qu'il n'est pas possible d'émettre des interdictions générales à cause de la participation de certaines personnes à des conférences sur un thème déterminé, indépendamment de la nature de ce thème-là. Et cette décision
peut encore être rapproché de la décision du Conseil d'État, donc datant du 15 décembre 2016, ayant annulé le refus du ministère de l'Intérieur, aussi toujours dans le cadre de la crise des déchets de 2015, de délivrer un certificat de récépissé à une association qui a été nouvellement constituée et qui souhaitait travailler sur les causes environnementales, en précisant que même si le ministère de l'Intérieur alléguait que la constitution de cette association pouvait provoquer des conflits, on ne pouvait pas, juste à partir de cette affirmation, justifier une interdiction de constituer cette association. Ces décisions se rapprochent de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'État français en date du 18 octobre 2023, qui, tout en rejetant le recours en annulation du télégramme du ministère de l'Intérieur ordonnant au préfet d'interdire les manifestations pro-palestiniennes, en donne quand même une interprétation qui limite la portée en rappelant qu'une interdiction générale n'est pas possible de n'importe quelle manifestation et qu'il appartient au préfet de contrôler justement s'il y aurait une atteinte potentielle à l'ordre public et qu'une telle atteinte ne puisse pas être contrôlée par la mobilisation des forces de l'ordre. Malgré cette jurisprudence fournie, il faut toutefois rappeler que les atteintes aux droits de l'homme et des libertés fondamentaux sont toujours fréquentes. À plusieurs reprises, des manifestants au Liban ont fait l'objet d'attaques violentes émanant d'opposants sans aucune intervention des forces de l'ordre pour assurer leur protection. Le tribunal militaire se voit toujours reconnaître une compétence pour juger des civils, même mineurs, notamment en cas de poursuite initiée par le procureur militaire pour des crimes commis contre les intérêts de l'armée ou des forces de sécurité ou encore contre la sécurité en général. Ces pratiques révèle certainement la fragilité des acquis en matière des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On voit bien que la consécration jurisprudentielle de ces libertés, de ces droits fondamentaux, reste conditionnée tout d'abord par une absence de renversement législatif. Et leur concrétisation dans la vie des justiciables dépend aussi dans la majorité des cas de leur accès au droit, de leur accès à la justice qui est tenu en échec par l'absence des garanties nécessaires à l'indépendance de la justice et aux coûts financiers engendrés par les procédures judiciaires. Cette fragilité nous rappelle la critique réaliste benthamienne adressée aux droits de l'homme, selon laquelle la raison de l'État l'emporte toujours, et c'est peut-être pour cette raison que la garantie de l'accès au droit, que la garantie de l'indépendance de la justice reste fondamentale pour la protection de ces droits et de ces libertés. Je vous remercie.